i giovanotti in cerca di scambiare, a volti patrioti, paroli a cristallo, un sogno cittadella, un vuli a stanciare, un'idea zitella di tempi e tempi fa. Pour ce qui est de la Corse, puisque c'est aussi le sujet, bien entendu, il s'agit aujourd'hui de comprendre quels sont ces fameux Lombards, quel est le contexte justement des 6e, 8e siècles, au moment où les Lombards s'affirment en Italie, mais surtout, comment est-ce que la Corse s'inscrit dans ces dynamiques. Alors pour cela, évidemment, nous avons le plaisir d'accueillir donc le professeur François Bougard, dont c'est une des spécialités. Et donc, on va l'écouter avec attention. Et puis, par la suite, comme toujours, on aura un échange avec vous, et notamment aussi avec la pointe de Philippe Colombagne. Cela va sans dire pour ce qui est, évidemment, des problématiques insulaires. Voilà. Donc, François Bougard. Je vais peut-être en... Ça ne va pas interférer. Alors bonjour à tous. D'abord un grand merci. Le micro est bien placé, ça va? Un grand merci pour cette invitation à venir parler chez vous d'un thème qui m'est relativement cher, donc les Lombards. Je ne sais pas très bien comment prendre les choses, c'est-à-dire que dans ma tête, je me suis dit, ils ne savent rien. Donc je vais faire comme si vous ne savez rien. Mais de mon côté, je ne sais rien sur la Corse. Et donc, voilà, ça va être un échange. Je ne vais pas parler de la Corse et des Lombards. D'abord parce que l'information est limitée. Et ensuite, comme je le disais, parce que j'en sais pas grand-chose. Mon discours va essayer d'être calibré en 2 temps. Puisqu'on a 1 heure, en tout cas 1 heure pour moi, je vais essayer de parler pendant 50 minutes des Lombards en général, et ensuite de consacrer une dizaine de minutes à ce que j'ai réussi à pêcher dans la bibliographie sur la question de la Corse et des Lombards. Si je dis des bêtises, naturellement, vous criez, et sinon, voilà. Donc, les Lombards, entre mythe et réalité. Quand on dit Lombard, c'est chronologiquement 2 siècles d'histoire italienne, très bien délimités du point de vue politique, depuis leur entrée en Italie, 568 ou 569, la date est débattue, jusque 774. 774 correspondant à la conquête du royaume lombard par Charlemagne. Donc c'est une tranche d'histoire entre la fin du régime ostrogothique. L'Italie était gouvernée par les Ostrogoths depuis la fin du Ve siècle. Les Ostrogoths se sont fait plus ou moins mettre au pas par les Byzantins à partir de la fin du premier tiers du VIe siècle. Donc cette tranche entre ostrogo-byzantin et l'avènement carolingien. Alors en réalité, je dis 568-774, mais c'était un peu plus compliqué que ça, parce qu'on parlait des Lombards avant 568-69 et on en parlera après. Donc la chronologie est à la fois très tranchée et pas si nette que ça. C'est également pas si net dans l'espace, parce que, comme vous le verrez, la réalité de la présence lombarde en Italie est assez fluctuante. Et puis, c'est encore plus compliqué parce que, comme toutes les autres populations dites barbares, donc de cet espace qu'on appelle de manière plus neutre post-romain, les Lombards, qui représentent le dernier avatar de ce qu'on a longtemps appelé les grandes invasions sur le plan chronologique, eh bien, ces gens-là
leur origine et leur identité sont objets d'interprétations variées, d'interprétations qu'on pourrait dire des plus nationalistes aux plus déconstruites, déconstructions spécialement dans l'histoire récente. Et donc il n'est pas toujours facile d'y voir clair. Alors le sujet a été considérablement renouvelé par toute une série d'expositions ces dernières années. La plus ancienne, qui n'est quand même pas très ancienne, c'est 1990 à Cividale, donc un haut lieu de l'histoire lombarde. Et puis d'autres à suivre. Moi, je vois très petit sur mon écran. Brescia en 2000, Turin en 2007-2008, et puis une exposition itinérante, Pavie, Naples et Saint-Pétersbourg en 2017-2018. Donc il y a eu une rafale vraiment d'initiatives, sachant que les 3 dernières initiatives, celles de Brescia, de Turin et de Pavie, Naples, Saint-Pétersbourg, sont dues aux mêmes personnes. Donc c'est vraiment qu'il y a eu beaucoup de recherches, en particulier sur le plan archéologique, dont il fallait rendre compte. Quelles sont nos sources pour les Lombards? Traditionnellement, des sources littéraires. Numéro 1, Paul Diacre, Histoire des Lombards, dont j'ai fait une traduction française parue en 1994 et que vous pouvez peut-être toujours acheter, en tout cas peut-être sur les sites d'Antiquaria. Donc, Histoire des Lombards. Mais avec cette difficulté que si Paul Diacre est d'origine lombarde, il écrit après 774 et il écrit après un long passage à la cour carolingienne. Donc son point de vue est forcément biaisé. On a ensuite un récit d'origine, dont je parlerai dans quelques minutes, du 7e siècle, qui s'appelle L'origine du peuple des Lombards. Mais lui aussi est rédigé après la conquête, dans les années, je dirais, 640 environ. Donc plusieurs générations en réalité après la conquête. Ça, je dirais, c'est le type de source standard pour un peuple barbare ou post-romain, comme je vous le disais. C'est-à-dire une histoire qu'on pourrait dire nationale, comme on a celle de Grégoire de Tours pour les Francs, celle de Bède le Vénérable pour les Anglais. Et ces récits, ces histoires nationales, vont de pair avec des récits d'origine qui parfois remontent jusqu'à la création du monde, c'est-à-dire qu'ils sont largement mythiques. Autre source d'ordre juridique, et j'y reviendrai là aussi tout à l'heure, la loi des Lombards, promulguée en 643 par le roi Rothari et mise à jour régulièrement jusqu'au milieu du 8e siècle. Là aussi, c'est le même schéma que pour les autres peuples barbares, à cette différence près qu'il s'agit d'une loi tardive. Pour rappel, la loi des Francs, par exemple, on estime que c'est le début du VIe siècle, et surtout que c'est une loi stratifiée chronologiquement avec ses mises à jour. Ça, c'est intéressant parce que ça permet de voir une évolution, en particulier une évolution sociale. On a ensuite la documentation écrite de tous les jours, c'est-à-dire quelques 250 documents qui sont, je dirais, des contrats de vente, de location, etc. Et puis, on a évidemment les sources matérielles qui ne cessent d'être découvertes, les sources archéologiques relatives à l'habitat et au peuplement, à l'anthropologie, à la culture matérielle, etc. Le contexte géographique, il est celui-ci. L'Italie n'est pas seulement une péninsule, c'est aussi une terre politique complexe avec des acteurs multiples. L'Empire, qui, à l'époque où nous parlons, peut être déjà considéré comme l'Empire byzantin, c'est-à-dire qu'on l'appelle l'Empire romain, puisque c'est son nom, mais la capitale politique est à Constantinople. Deuxième force politique, la papauté, qui siège à Rome, une papauté qui dépend institutionnellement de Byzance. Nous avons aussi un clivage nord-sud qui est difficile à intégrer pour
un Français, en tout cas du continent, qui a intégré dans sa tête l'idée d'un État centralisé depuis au moins le XVIIe siècle. Tout cela rend les choses difficiles. Et puis, c'est aussi un pays compartimenté du point de vue de la géographie physique, et ça, c'est une donnée essentielle. Au nord, les Alpes avec leurs différents passages, le Mont Cenis depuis ou vers Turin, le Grand Saint-Bernard depuis ou vers Aoste, et le Brenner depuis ou vers Vérone. Au sud des Alpes, la plaine du Pô, qui est le cœur politique des différents royaumes qui se succèdent, un fleuve très long, un milieu navigable, mais qui est volontiers hostile, en particulier durant le VIe siècle. Puis vient la barrière des Apennins, qui était une barrière nord-sud, avec des vallées perpendiculaires à la côte. Tout cela est propice à la fragmentation des identités régionales, avec aussi une omniprésence de la montagne. Une montagne qui, pour la période qui nous intéresse, est volontiers occupée par des monastères. Et cette fragmentation en région et sous-région rend compte aussi du fait que la richesse est volontiers concentrée en ville, parce que l'héritage urbain de l'Antiquité reste assez fort en dépit d'une déstructuration du réseau urbain comme dans l'ensemble de l'Europe. Les axes de circulation, comme vous voyez sur la carte qui pour moi est à droite, sont peu nombreux, réduits à quelques voies consulaires romaines, toujours empruntées. Or, ce réseau n'est plus entretenu, ou très mal, entre la fin de l'Antiquité et l'époque communale, donc fin du XIe, XIIe siècle. Donc tout cela renforce la compartimentation des espaces. Alors, une fois ce contexte posé, qui sont les Lombards et d'où viennent-ils ? Rassurez-vous, c'est le seul texte que je vais projeter, qui est un peu long, je m'en excuse. Sur ce point de l'origine, on dépend d'un mythe, donc cette fameuse origine du peuple des Lombards, de la gens Langobardorum, comme on dit, qui est un récit des origines jusqu'au milieu du 7e siècle. C'est un texte court qui est transmis, ça c'est important aussi, par les manuscrits qui contiennent les lois lombardes. C'est-à-dire que c'est un récit narratif qui précède un corpus normatif, mais qui fonctionne un peu comme un prologue, une sorte de monument, si vous voulez, qui a été élevé aux traditions et à l'histoire de la gens lombarde. Un récit qui a probablement été écrit par un fonctionnaire de la cour, attaché aux valeurs paganisantes des Lombards, à un moment où le christianisme était en train de prendre définitivement le dessus chez eux. Donc il y a un regard un peu passéiste. La démarche traditionnelle a été d'associer ce récit légendaire qui raconte une migration pluriséculaire à diverses choses. Alors je commence par vous lire l'essentiel du premier épisode. Il y a vers le nord une île nommée Skadanan, donc la Scandinavie, ce qui veut dire coucher du soleil, où habitaient de nombreux peuples, donc une île très peuplée. Parmi eux, un petit peuple qu'on appelait les Viniles. Il y avait chez eux une femme du nom de Gambara. Elle avait 2 fils, l'un s'appelait Ibor, l'autre Agio. Avec leur mère Gambara, ils gouvernaient les Viniles. Or, les ducs des Vandales, donc un premier ennemi dans leur parcours, les ducs Ambri et Assi, avec leur armée, se déplacèrent. Déplacement, je ne dis pas migration, mais on n'est pas loin. Donc ils se déplacent, ils disent aux Viniles, payez-nous tribut, ou alors préparez-vous au combat et combattez-nous. Ibor et Agio et leur mère Gambara répondirent, nous préférons préparer le combat plutôt que payer tribut aux Vandales. Alors, Ambri et Assi, ducs des Vandales, prièrent Godan, c'est-à-dire Odin, qu'il leur donna la victoire sur les Viniles. Godan leur répondit, ceux que je verrai les premiers au lever du soleil, à ceux-là je donnerai la victoire. Au même moment,
Gambara et ses 2 fils, qui étaient princes des Viniles, prièrent Phréa, l'épouse de Godan, qu'elle fût propice aux Viniles. Phréa leur donna ce conseil. Au lever du soleil, les Viniles devaient s'avancer et leurs femmes, cheveux défaits devant le visage, à la manière d'une barbe, devaient venir avec leurs maris. Et alors, quand se leva le soleil brillant, Phréa, l'épouse de Godan, tourna le lit où reposait son époux et mit son visage vers l'est et le fit se lever. Et lui, regardant, vit les Viniles et leurs femmes, qui avaient leurs cheveux défaits devant le visage, et il dit « Qui sont ces longues barbes ?» Et Phréa dit à Godan « Tu leur as donné un nom, donne-leur aussi la victoire. » Et il leur donna la victoire pour qu'ils eussent la vengeance qu'ils voulaient et la victoire. Et depuis ce temps-là, les Viniles se nomment Lombards. Donc voilà la première étape de l'origine des Lombards, le nom que le dieu Odin leur a donné. Naturellement, tout cela est archi faux. Alors c'est faux sur au moins 2 points. D'abord, la Scandinavie n'a aucun sens autre que mythique dans ce genre de récit. Tout simplement parce que la Scandinavie, c'est considéré comme le monde extérieur à la civilisation. Et lorsqu'on regarde la cartographie antique, ou la cartographie telle qu'elle est décrite, pas forcément représentée, mais telle qu'elle est décrite, les Scandinaves sont toujours ceux qui sont à l'extérieur des marges du monde connu. Donc quand on dit Scandinave, ça veut dire barbare, inconnu. Donc on place bon nombre de barbares dans cette Scandinavie. Et si tous les peuples barbares placés en Scandinavie avaient réellement vécu en Scandinavie, il y aurait eu beaucoup de monde en Scandinavie. Donc ça n'est pas le cas. Et deuxième chose fausse ou romancée, le nom même des Lombards, qui ne signifie pas longue barbe, mais les guerriers de la lande. Donc quelque chose qui étymologiquement s'explique assez facilement. Donc voilà déjà 2 points qu'on peut déconstruire, mais en tout cas un roman, je dirais, assez joli. Reste que l'origine scandinave des Lombards a prévalu pendant longtemps. Et sur cette carte toute récente que vous avez, eh bien, vous voyez la flèche qui est en haut, qui indique quand même une provenance depuis la Scandinavie. Alors, le titre de la carte, qui ne figure pas sur la diapositive, mais il est celui-ci, la migration des Lombards. Mais le titre ne précise pas s'il s'agit d'une migration telle qu'elle est racontée de manière plus ou moins mythique dans les textes, ou telle qu'elle est connue, effectivement, en particulier par l'archéologie. Donc c'est un peu ambigu. Quoi qu'il en soit, la démarche traditionnelle a été d'associer ce récit qui raconte une migration pluriséculaire qui commence dans un passé sans ancrage chronologique, à quelques mentions de Lombards dans les textes antiques, à partir du 1er siècle après Jésus-Christ, et puis des traces archéologiques supposées permettre de suivre ce mouvement migratoire. Longtemps, on a parlé de grandes invasions, après on a modéré le terme, on parle de migration, et puis aujourd'hui, on hésite même à parler de migration. Le problème qui consiste à suivre ce supposé mouvement migratoire avec des traces archéologiques pose des problèmes d'interprétation évidentes. Parce que comment voulez-vous attribuer un élément matériel X à tel ou tel peuple qu'on ne connaît par ailleurs que par une source qui relève du mythe? Donc le serpent se mord la queue. C'est-à-dire qu'on peut faire des cartographies de matériel archéologique, des cartes de diffusion qui attestent de la diffusion d'une culture matérielle, mais de là à attribuer cette culture matérielle à un peuple, il y a un pas qu'aujourd'hui on ne franchit plus. La question numéro 1, elle est donc la suivante. Les Lombards, comme les autres peuples barbares, forment-ils un peuple constitué avant la migration ou
pendant la migration. À supposer, par ailleurs, qu'il y ait eu vraiment migration. En réalité, ce qu'on appelle migration n'est qu'une phase dans la création d'un peuple, ethnogénèse, une ethnogénèse qui s'est réalisée au contact de différentes populations en des endroits variés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'unité donnée, mais un métissage permanent et des relations internes. Donc ça, c'est le plus important à essayer de se mettre dans la tête, même si ce n'est pas toujours facile. Là où les choses deviennent un peu plus assurées, c'est à partir du VIe siècle. C'est-à-dire que ce qu'on ne croit plus aujourd'hui, c'est que les Lombards qui ont envahi l'Italie, parce qu'effectivement ils l'ont envahi en se déplaçant, en 568-569, donc on ne croit plus que les Lombards sont les descendants directs d'un peuple parti de Scandinavie un temps X avant l'ère chrétienne. Un peuple qui aurait erré en Europe centrale, entre l'Elbe et le Danube, en gros, à la limite du monde romain, avec lequel il avait des contacts intermittents. En réalité, on perçoit de manière assurée les Lombards à partir du début du VIe siècle. Avant, c'est vraiment très, très difficile et conjecturel. Donc ça veut dire que la continuité d'un nom, puisque je vous disais que le nom lombard est attesté depuis le 1er siècle, la continuité d'un nom sur plusieurs siècles ne signifie pas une descendance commune avec des traditions de type de tradition auquel on s'accroche d'habitude. Il n'y a rien, en réalité, qui démontre la nature archaïque des Lombards envahisseurs et leur côté, je dirais, d'étrangers radicaux, issus d'un monde barbare où ils auraient erré pendant X siècles sans rien de commun avec les Romains. Donc les Lombards sont constitués de groupes qui, au VIe siècle, ou peu avant le VIe siècle, se sont unis autour de deux éléments. Ce nom, qui est un nom antique, mais qui n'était plus attesté, plus documenté depuis 4 siècles. Donc il y a peut-être une enquête ethnographique contemporaine. Et puis, un chef charismatique. Pourquoi se focaliser autour du nom de Lombard? Parce que c'était un nom assez prestigieux et pour un groupe de guerriers réputé pour sa férocité. Le chef charismatique, c'est Alboin, qui est celui qui a guidé les premiers groupes lombards en Italie. Le fait que ce personnage, Alboin, ait mené une entreprise militaire à succès a déterminé la consolidation de ce qu'on appelle la gens Langobardorum, donc le peuple des Lombards. Et donc, si vous voulez, le peuple des Lombards se forme, c'est une création continue, ce n'est pas une création préexistante. Voilà, c'est la seule chose importante à retenir. Les Lombards sont attestés donc, en Pannonie, en gros ça correspond au cercle rouge sur la carte, un peuple, un rassemblement de groupes formés sur les décombres de l'empire des Huns. Donc les Huns avaient été définitivement maîtrisés lors de la bataille des Champs cataloniques en 451. Ces groupes sont fédérés des Romains, donc alliés à Rome, et au titre de fédérés, ils sont en charge d'un territoire. Quelques forteresses de Pannonie et la province dite du Norique. En échange de quoi, ils reçoivent donc non seulement des terres, mais de l'argent. Ils rendent service et donc on les rétribue pour cela. La date de cette fédération avec les Romains, c'est probablement 526. À un certain moment,
ils quittent la Pannonie et donc passent en Italie, 568-569, disent les sources, avec toute l'armée. Qu'est-ce que ça veut dire, toute l'armée? Ça veut dire simplement avec femmes et enfants. Tous les auteurs insistent à la fois sur cette dimension militaire du déplacement et sur le fait que ça n'est pas un déplacement que de soldats. Tout simplement parce que les armées fédérées de l'époque sont des armées qui sont composées, je dirais, de groupes familiaux. Ce que, en langue lombarde, on va appeler la fara. Donc c'est très hétéroclite. Et cette dimension hétéroclite n'est pas propre aux Lombards. On a retrouvé, c'est assez classique, quelques inscriptions funéraires datant du IVe siècle, donc au temps où l'Empire romain existait encore, donc des inscriptions funéraires de femmes et d'enfants où on indique leur appartenance à telle armée de Rome. Donc c'est quelque chose, je dirais, qui est standard. Il y a également un modèle biblique qui se rajoute là-dessus. Si vous voulez, si on insiste tant dans la description du mouvement du peuple tout entier, c'est aussi, puisque les auteurs qui écrivent cela sont des auteurs chrétiens, c'est qu'il s'agit d'écrire un peuple qui est comme celui d'Israël. La migration d'Israël, c'est la migration des Lombards, c'est pareil. Il faut affronter X épreuves pendant un temps très long avant de rejoindre la terre promise. Et Alboin, le premier roi des Lombards, ça n'est pas autre chose que Moïse pour les Lombards. Quoi qu'il en soit donc, un groupe à l'identité ethnique fluide, avec une armée qu'on ne peut dire ethnique, mais qui est polyethnique. Les Lombards, donc, entrent en Italie. Ils entrent en Italie et ils la contrôlent progressivement. De proche en proche. Sur cette première carte, vous avez donc l'expansion d'abord dans la plaine du Pô, qui date vraiment des toutes premières années, donc on va dire la fin des années 560 aux années 570, 80, voire 90. Ensuite, vous avez la Toscane, avec Lucca, puis l'Italie centrale, Spolète et Bénévent. Ce que vous remarquerez, c'est qu'à la différence de la carte précédente, cette fois-ci, il n'y a pas de flèche, comme si tout s'était fait en même temps. C'est qu'effectivement, il est probable que les choses se soient passées en même temps. C'est-à-dire que les groupes emmenés par Alboin ne sont pas obligatoirement descendus en Italie pour conquérir, descendus au sud de l'Italie pour conquérir d'autres terres, mais il est très probable qu'il y avait là des troupes fédérés à Rome qui se sont rebellés contre l'Empire romain, donc contre l'Empire byzantin. Donc il y a une sorte de concomitance et un rassemblement autour de ce nom des Lombards. L'expansion continue ensuite. Là, j'ai été trop vite, pardon. Voilà, l'expansion continue ensuite et vous voyez l'élargissement en taches d'huile au cours des diverses périodes. Ce qu'il y a à retenir de ces cartes, en dehors de la dimension géographique et chronologique, c'est que jamais l'Italie n'a été conquise entièrement par les Lombards. Donc le fractionnement que vous voyez avec les couleurs est non seulement un fractionnement politique, parce qu'il y a vraiment 4 zones, Italie du Nord, Toscane, Spolète, Bénévent, qui sont relativement autonomes entre elles, même si elles se réclament d'une même royauté à un certain moment. Et puis, il y a des zones qui restent byzantines, comme la Calabre, Rome et Ravenne sur la côte adriatique. La Ligurie, elle, étant conquise à la
toute fin du 6e ou au tout début du 7e siècle. Alors j'avais ici un épisode qui est un épisode aussi marquant de la conquête, qui est l'épisode qui a fait beaucoup pour la légende d'Alboin. Alboin, donc ce roi charismatique, conquiert l'Italie. Il la conquiert de manière relativement facile. Pourquoi ? Parce que Byzance, d'abord, est de plus en plus occupée sur d'autres fronts, les Avars, les Slaves. D'autre part, l'Italie est un pays riche, donc attirant, mais il était aussi un pays vide, enfin vide au sens à la fois politique et militaire. L'Italie sortait d'un très long conflit avec les Ostrogoths qui l'avait considérablement affaibli. Et il y avait dans cette Italie un sentiment grandissant d'hostilité vis-à-vis de l'occupant byzantin qui a facilité probablement les choses. Ça ne veut pas dire que la conquête lombarde s'est faite dans la dentelle. Ça a beaucoup dépendu des cas, c'est-à-dire de ville en ville, les villes étant contrôlées et défendues par les évêques. Si l'évêque laisse entrer le groupe militaire lombard, tout va bien. S'il ne le fait pas, évidemment, il y a des violences. Et la ville de Pavie, donc future capitale du royaume lombard, a dû résister 3 ans avant d'être prise. Cet Alboin, donc chef mythique, meurt en 572. Et c'est le récit de sa mort qui a fait aussi beaucoup pour sa légende. Une légende qui est la suivante. Une des dernières conquêtes d'Alboin est celle du peuple des Gépides. Donc il combat les Gépides, et de manière tout à fait traditionnelle, quand vous combattez un peuple opposé, pour faire disparaître ce peuple, vous prenez son trésor, le trésor est constitutif de l'identité d'un peuple, et ensuite vous trouvez la fille qu'il faut à épouser pour englober le peuple. C'est-à-dire qu'on ne détruit pas le peuple, mais on l'englobe dans sa propre construction de gens. Et donc là, c'est ce qui se passe. Alboin épouse la fille du roi des Gépides qui s'appelle Rosemonde. Et pour fêter ça, il propose, un boutou, il exige de Rosemonde qu'elle trinque dans le crâne de son père, monté donc en verre à boire. Donc c'est un épisode ultra célèbre, représenté dans la peinture. Ici, Pietro della Vecchia, donc au XVIIe siècle, et sur l'autre côté de l'image, une version, je dirais, plus contemporaine. Naturellement, Rosemonde n'était pas très contente, et donc elle s'est arrangée pour faire assassiner rapidement son mari Alboin. Donc, c'est un des multiples épisodes amusants qui font partie de cette légende lombarde. Donc, conquête. Fixation d'abord dans l'extrême est de la plaine du Pô, à Cividale du Frioul, qui est encore un lieu très marqué par la présence lombarde du point de vue architectural et archéologique. De cette époque datent quelques objets célèbres qu'il faut connaître, parce que là aussi, ça fait partie de la culture générale, on va dire, à propos des Lombards. Ici, ce qu'on appelle la lame d'Agilulf. Alors, cette lame d'Agilulf fait un peu moins de 20 cm de long, sur une petite dizaine de large. On ne sait pas trop à quoi pouvait servir l'objet. On a entendu que c'était une visière de casque, d'apparat, et probablement c'est un objet qui a été plaqué sur un coffret, peut-être un coffret reliquaire. La chose intéressante, c'est qu'on voit donc un personnage d'autorité qui a les 2 doigts comme ça, en geste d'allocution, qui a les cheveux longs, qui est barbu, qui a une épée sur les genoux. Il est entouré de 2 guerriers, et puis il a l'inscription marquée au poinçon DN Domno
Agilulfo Regi, donc ô Seigneur, roi Agilulf. De part et d'autre se dirige vers lui une victoire ailée. Et puis ensuite, il y a des offrandes qui sont apportées, et le tout est encadré par une architecture avec deux tours, donc l'architecture d'un palais. La chose intéressante, c'est que c'est une iconographie qui mélange les genres. Une iconographie très tardo-antique romaine dans son inspiration, mais avec un personnage qui est évidemment un personnage qui n'est plus romain dans son apparence, même si on sait que pour cette époque-là, beaucoup de généraux romains d'abord étaient issus du monde barbare, et beaucoup d'entre eux avaient les cheveux longs. De cette période, voilà le détail de l'image, de cette période datent aussi les débuts de la familiarisation des Lombards avec le monde romain, en particulier du point de vue religieux. La question religieuse est évidemment centrale à la fin de l'Antiquité et au Moyen-Âge. Les Lombards arrivent dans un terrain qui est un terrain catholique. Eux-mêmes n'avaient probablement pas de religion bien arrêtée. Parfois, les souverains sont païens, se disent païens. Parfois, ils se disent ariens. Et parfois, c'est un peu les deux, parce que le roi se dit arien, mais son épouse se convertit au catholicisme. Il y a une sorte de pragmatisme, si vous voulez, qui permet de composer avec les populations et c'est très caricatural, mais de mélanger la chèvre et le chou. L'essentiel à retenir, quoi qu'il en soit, c'est de savoir que les Lombards, la royauté lombarde qui se forme, n'a jamais cherché à intégrer la hiérarchie ecclésiastique dans son système de gouvernement, à la différence de ce qu'ont fait les Francs. Donc ce sont deux systèmes un peu séparés, hérités en grande partie du régime ostrogothique. Les choses changent peu à peu dans le courant du 7e siècle, et le grand moment important, il est sous le règne de Cuniperte, avec 680, c'est la date qui forme vraiment le partage des eaux, qui est la date de la paix avec Byzance. Donc la paix se fait avec les Romains. Après donc plus d'un siècle de conflits armés permanents, même si pas toujours très violents, et de la fin de ce conflit armé dépend ensuite toute la normalisation, en quelque sorte, des Lombards, leur entrée pleine et entière dans la christianisation catholique et, du coup, leur intégration possible du reste de l'Italie catholique dans leur système. Il y a une monnaie, enfin plusieurs émissions monétaires, mais une émission en particulier qui est importante, celle de Cuniperte, donc vers 700, avec sur un côté le portrait du roi, avec la main de Dieu devant lui, et de l'autre côté, l'archange Michel. Donc une intégration de l'archange Michel, un peu comme un saint protecteur du régime lombard, et puis une revendication de la royauté sur les monnaies d'or, ce qui était une révolution, parce que jusqu'à ce moment-là, c'est-à-dire très tard après leur conquête, les souverains lombards avaient maintenu la référence à l'empire, donc à l'empereur romain, c'est-à-dire byzantin. Donc là, on a vraiment un basculement. Je vois que le temps passe très vite, alors il y a toute une série de choses sur lesquelles je vais passer. Désolé. On entre
Ensuite, dans le 8e siècle, 680, et donc fin du 7e, 8e siècle, c'est vraiment l'âge d'or de la royauté lombarde et de ce qu'on peut appeler la civilisation lombarde. Ça se traduit par toute une série de productions culturelles et artistiques. La première, ce sont les manuscrits des lois dont j'ai parlé tout à l'heure. Ici, un des manuscrits les plus anciens qui a conservé la loi lombarde, donc un manuscrit de Vercelli de la fin du 7e siècle. Manifestation dans la sculpture. Ici, l'hôtel dit de Ratchis à Cividale. Je ne peux pas vous le commenter techniquement parce que je suis nul en histoire de l'art. Vous voyez que la facture est quand même assez soignée. Autre exemple, à Brescia, donc un élément de chancel d'une église avec ce pan très finement sculpté. Ici, deux éléments issus de Pavie, donc toujours conservés à Pavie, qu'on peut aller voir. Et puis, les inscriptions. Il y a une très grande maîtrise de la part de l'épigraphie. Si vous comparez ce qui se fait en matière d'écriture, aussi bien sur les manuscrits que sur la pierre, au même moment chez les Lombards et chez les Francs, vous verrez qu'il y a une différence abyssale. Les Lombards sont à 100 coudées au-dessus de ce que peuvent faire les Francs. Maîtrise architecturale aussi, un sanctuaire particulier, Saint-Sauveur de Brescia, fondé au milieu du 8e siècle par le roi Didier, qui est en grande partie toujours debout, qui a fait l'objet de nombreuses fouilles dans les années 90-2000, et dont on a restitué la chronologie de l'église en question à l'époque lombarde, parce que c'était tellement bien fait que les historiens de l'art, pendant longtemps, ont dit c'est carolingien. Tout simplement parce que le francocentrisme aidant et l'idée très prégnante de renaissance carolingienne aveuglant un peu les esprits, même en Italie, les historiens de l'art étaient incapables de concevoir une forme d'art relativement autonome par rapport à ce qui pouvait se faire au nord des Alpes. Ici, à Cividale, donc une autre église, le Tempietto de Cividale, où là c'est la décoration en stuc, toujours conservée, qui est importante. Et si je passe au sud, là, Sainte-Sophie de Bénévent, fondée par Arékis dans les années 750, est devenue ensuite le sanctuaire principal de la principauté lombarde de Bénévent, lorsque cette principauté affiche son autonomie par rapport aux Francs, une fois le royaume franc conquis. Autre exemple encore, dans cette fameuse croix de Didier, dite de Didier, qui est un ouvrage en réalité de la fin du 8e siècle, beaucoup remanié depuis, mais qui exprime aussi la parfaite maîtrise de ce genre de choses. Alors, il est 48, donc je peux passer maintenant à ce qui peut-être vous intéressera davantage. Dans tout ça, quid de la Corse? Alors, vous avez remarqué que sur les cartes que je vous ai présentées, la Corse a un statut un peu bizarre. Sur la carte ici, elle est grisâtre, comme toute une série de zones qui ne sont pas colorées, mais dont on ne sait pas trop à quel territoire, du point de vue politique, elle se rattache. D'accord? Et ça reste comme ça jusqu'en 774. Une autre carte que j'ai piochée sur Internet est plus précise. Elle rattache la Corse, cette fois, à l'Empire byzantin. Autre carte encore, issue d'un atlas allemand, où là, on ne sait pas trop, parce que, si j'ai bien compris, ce qui est entouré d'un pourtour un peu rosé, c'est Byzance, mais ce qui ne l'est pas, on ne sait pas. Mais la plus belle carte que j'ai trouvée ce matin, c'est celle-là,
où là on élimine le problème en éliminant la Corse. Donc ça veut dire que le problème en réalité reste entier. Alors que sait-on de la Corse à l'époque lombarde? Ce que je sais moi, c'est que les choses les plus solides qu'on a actuellement viennent des textes. 591, une lettre de Grégoire le Grand fait état des exactions des fonctionnaires impériaux en Corse et de la tentation des propriétaires fonciers corses de se réfugier chez les Lombards. Est-ce qu'il s'agit des Lombards de Corse ou des Lombards du continent? On ne sait pas. 596, autre lettre de Grégoire le Grand qui écrit à l'exarque Sisinius en charge de l'Afrique. La Corse dépendait de l'Afrique byzantine, pour lui dire de faire attention parce qu'il y a des incursions et on comprend d'après la lettre, même si ces gens ne sont pas nommés, qu'il s'agit d'incursions lombardes. On sait par ailleurs que dans cette même période, il y a une réduction du nombre de sièges épiscopaux. Vous savez combien il y a de sièges épiscopaux à la fin du VIe siècle? Donc 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Bon, tout ça se réduit à 1. Et le dernier siège qui reste, c'est très probablement, d'après les recherches de Daniel Istria, Mariana. Alors, réduction du nombre de sièges, ça ne veut pas dire que c'est la faute des Lombards, naturellement. Le contexte est difficile. Et autant dans la plaine du Pô, on peut attribuer des disparitions de sièges épiscopaux, des vacances de sièges épiscopaux à l'action directe des Lombards, autant en Corse, c'est peut-être un peu difficile. Mais ce qu'on a surtout, les données les plus tangibles qu'on a, sont celles du 8e siècle. Alors au 8e siècle, on a quelques mentions. 754, l'évêque de Lucques, Valprande, sur le point de partir à la guerre parce qu'il est convoqué, confie la gestion de ses biens en Corse à ses frères ou d'autres personnages. Donc, l'évêque de Lucques a des biens fonciers en Corse. La même année, un grand personnage de Pise, certain Wilfrid, fonde un monastère, San Pietro di Monteverdi, et il le dote de différents biens, dont ce qu'il possède en Corse, et en particulier le monastère de Sancti Petri in Actio, qu'on identifie généralement à San Petrudaccio. Je ne sais pas si cette identification est correcte, mais enfin, c'est celle qui court. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les élites toscanes ont des domaines, des courtes, dont le produit agricole va en Toscane. Ça paraît clair, il y a une forme d'exploitation économique. Les traces de cette exploitation économique, ou en tout cas de la présence économique et politique aussi des Lombards en Corse, sont tangibles aussi par le fait que les fouilles ont montré la présence de céramique italienne des 7e, 8e siècles sur les sites corses, et il y a par ailleurs des monnaies. Alors des monnaies qui sont, je dirais, toujours plus nombreuses à mesure qu'on fait des fouilles. Et ça, c'est un élément important. Vous en avez un exemple ici qui est très connu, une monnaie lucquoise. La question, c'est de savoir comment les monnaies arrivent en Corse. Est-ce qu'elles arrivent par les voies commerciales ou donc par de réels échanges, ou est-ce
qu'elles arrivent sous forme de dons, en particulier de dons aux églises. Tout dépend en réalité de l'interprétation qu'on donne aux trouvailles et je veux dire, de la précision des trouvailles. Si vous trouvez des monnaies dans une église, l'interprétation commerciale est difficile. Si vous trouvez des monnaies dans un lieu que vous interprétez comme un entrepôt, évidemment, l'explication commerciale a plus de chances d'être bonne. Donc voilà, il faut faire attention. Il faut faire attention d'autant plus que au 8e siècle, qui est la principale période de trouvailles, le système monétaire lombard, qui est un système monétaire trimétallique, or, argent, cuivre, bronze, est en train de se déliter et on a de plus en plus recours à l'or, et plus vous avez d'or, et moins l'échange est commercial, parce que c'est une espèce à très fort pouvoir libératoire. Donc voilà, ce sont des questions qui sont en suspens, et s'il y a un sujet de recherche à mener, je ne sais pas à quel niveau, master ou thèse, c'est de faire l'inventaire de toutes les trouvailles des monnaies lombardes en Corse, qu'elles soient officielles ou officieuses, de les cataloguer, de les localiser et essayer de voir ce qu'on peut faire avec. À mon avis, c'est de là que peuvent venir des choses intéressantes et en tout cas nouvelles par rapport à ce que j'ai pu vous dire. Donc, bilan de tout cela. Vous avez une royauté corse ou un État corse avec beaucoup de guillemets qui est un État fragmenté sur la péninsule et qui, depuis la Toscane, qui est une sous-région du royaume, se projette en Corse. Est-ce que ça suffit pour dire que la Corse est lombarde? À mon avis, oui. Il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là. Et c'est d'autant plus crédible que la présence lombarde en Corse, à la fin du 8e siècle, fait râler le pape. La papauté a de grandes propriétés en Corse, donc ça relève du patrimoine de Saint-Pierre, et régulièrement, le pape intervient auprès des Francs pour dire « Attention, ces propriétés sont à moi et il faut me les rendre ». Pourquoi me les rendre? Parce que lorsque Charlemagne est arrivé en 774, il est arrivé sur requête du pape, avec sur ses épaules une promesse qui avait été faite avant lui, 20 ans auparavant, qui était une promesse de restitution des territoires pris par les Lombards. Territoires pris à Byzance et donc indirectement à la papauté. Donc lorsque Charlemagne met au pas le royaume lombard, eh bien, il se trouve face à l'obligation de respecter la promesse qui avait été faite avant lui. Naturellement, ça n'a jamais été respecté. Quelques territoires ont été, entre guillemets, rendus, non pas à Byzance, qui était définitivement absente de l'Italie, mais au pape qui y a gagné de ce point de vue-là. Donc c'est la naissance des États pontificaux. La Corse n'a pas fait partie de ces territoires. Mais en tout cas, il y a des prétentions. Comme je disais ce matin à la radio, attention parce que le pape vient le 15 décembre et peut-être qu'il va arriver avec son machin, rendez-moi les territoires qui devraient être les miens depuis le 8e siècle. Voilà, tout cela pour dire que voilà, c'est une région qui est convoitée, qui a une importance économique apparemment réelle, du point de vue de l'exploitation un peu à sens unique, mais qui a naturellement aussi une importance militaire. Et c'est cette importance militaire surtout qu'elle revêt à l'époque carolingienne, lorsque on charge un comte, le comte de Toscane en l'occurrence, de s'assurer de la protection militaire de la Corse. Et à ce moment-là, le statut de la Corse change un peu. C'est-à-dire, jusqu'à l'époque carolingienne, on a
une vision, je dirais, c'est encore une fois très caricatural, mais parce qu'on a peu de documents, une vision économique de la Corse. On s'y projette, on exploite ce qu'on peut exploiter en matière de richesse. À l'époque carolingienne, on est tenté d'y envoyer en exil des moines récalcitrants, par exemple, et aussi on se préoccupe de sa défense parce qu'on sait bien que la Corse peut être une frontière, en particulier à un moment où commencent à se multiplier les raids venus d'Afrique ou d'Espagne, qui, par exemple, en 813, vont mener au saccage, à la destruction du port de Cencelle, et quelques décennies plus tard, au sac de Saint-Pierre, en 846, après la remontée du fleuve depuis Ostie. Voilà ce que je pouvais dire. J'ai conscience d'avoir été très incomplet, mais voilà, je suis ouvert à toutes les questions dans la mesure où je peux y répondre. Erami giovanotti in cerca di sognare, a volti patrioti, paroli a cristallo, un sogno cittadella, un buli a stanciare.